Nous terminons cette session avec Christelle Nicolas. Christelle Nicolas qui est doctorante à l'université d'Artois et issue du laboratoire Discontinuité. Elle prépare une thèse actuellement inscrite en géographie de l'art qui porte sur des artistes contemporains qui interrogent la notion de spatialité dont elle va nous parler et que nous allons donc découvrir avec la présentation qui est intitulée « Faire avec l'espace », l'espace comme terrain, comme matériau, comme moyen et comme sujet de l'œuvre d'art contemporaine. Alors bonjour et merci pour cet accueil. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire du storytelling, mais je vais pour vous faire comprendre pourquoi je me suis inscrite en géographie de l'art. Je vais vous parler de mon parcours, donc parce que je suis historienne de l'art de formation, je suis en doctorat depuis 2016, et je vais vous parler en fait de la pratique du terrain appliquée théoriquement, pour l'instant, au champ de l'histoire de l'art. Donc je suis inscrite en géographie de l'art en tant que discipline de l'espace et fondée justement sur la pratique de terrain. La géographie de l'art s'attache spécifiquement d'abord à la répartition des lieux dédiés à l'art en termes de production, de diffusion. Ensuite, au contexte socio-culturel, politique des lieux de la création et de la réception. Et enfin, à l'espace comme motif de représentation. Donc 3 angles d'approche qui sont partagés aujourd'hui par l'histoire de l'art. Mais la géographie de l'art s'interroge aussi sur comment l'art fait avec l'espace. Et là, c'est un des axes de travail qui m'intéresse particulièrement et qui est développé par Anne Volvé, la personne qui encadre ma thèse. Et donc, il y a plusieurs raisons d'échelle variable concernant ce choix de la géographie de l'art. La première raison, c'est mon parcours en master et dans le milieu professionnel de la culture. La deuxième raison, ce sont les œuvres que j'ai choisi d'associer et d'étudier pour ma thèse, qui sont donc des œuvres dont les artistes ont des préoccupations que l'on pourrait qualifier de géographiques. Des préoccupations et une démarche qu'on pourrait qualifier de géographique. Et la troisième raison, plutôt une hypothèse, qui serait celle d'un tournant spatial de l'art, un tournant spatial de l'histoire de l'art et des savoirs en général, entamé dans les années 1960, en Occident plus particulièrement, et corrélé au développement d'un régime de connaissances sensibles, dans le sens de Kant, un régime de connaissances esthétiques, où le corps engagé dans l'espace-temps de la recherche, le corps du chercheur, retrouverait en fait une place centrale. Alors d'abord mon parcours, d'où je pars. J'ai effectué des masters en histoire de l'art entre 2000 et 2004. J'ai travaillé sur l'interaction de d'œuvres contemporaines avec leur contexte d'exposition, des interactions qui étaient voulues ou non voulues par ces artistes. J'ai aussi travaillé sur la polysémie des discours qui étaient attachés à des œuvres en fonction des disciplines ou domaines que représentaient les auteurs de ces discours. 2 constats à partir de là. Le premier, c'était que l'œuvre est polysémique, du fait de sa porosité à l'espace-temps de son exposition, du fait aussi des contextes distincts d'appartenance de ceux qui discourent au sujet des œuvres. Et le deuxième constat, c'était aussi que l'œuvre était un catalyseur, un révélateur d'éléments latents propres au lieu et au moment de son exposition. Autrement dit, appréhender des œuvres d'art en tant qu'historienne de l'art, c'était désormais pour moi tenir compte d'où on les appréhende, c'est-à-dire à partir de quel contexte d'énonciation et d'exposition. Ces recherches et constats ont été menés à partir d'une double analyse, une analyse iconographique des œuvres choisies, et puis une analyse des textes critiques et journalistiques, des périodes et lieux auxquels ces œuvres avaient été associées. Je n'ai pas effectué de terrain à proprement parler. Bien que les œuvres étudiées aient été associées à des espaces spécifiques et temporairement, je ne me suis pas rendue sur les lieux d'activation de ces œuvres a posteriori. Donc un exemple. Par exemple, je ne me suis pas rendue à Graz, en Autriche, où Hans Haacke avait installé en 1987, et pourtant nous étions les vainqueurs. J'ai vu l'œuvre, ce qu'il en reste, mais dans un contexte d'exposition autre que celui que j'étudiais. Ainsi, ce que je veux vous distinguer et vous montrer, c'est l'expérience de l'œuvre que je distingue de l'enquête de terrain, où l'œuvre, justement, a été activée, a eu lieu.
L'enquête de terrain serait un moment a posteriori et sans l'œuvre, en tout cas pour les œuvres que j'étudie. En ce qui concerne mon activité professionnelle dans le milieu culturel à partir de 2003, en fait, ces préoccupations contextuelles en master m'ont amené à travailler pour des structures que je qualifierais de réflexives, c'est-à-dire des structures dont les programmations étaient et sont liées aux spécificités des territoires de leur implantation. Par exemple, le musée Gassendi et le Cairn Centre d'Art à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence, ou le Centre d'Art, la Halle, à Pont-à-Royan en Isère. Et donc c'est à travers ces expériences professionnelles, comme coordinatrice ou programmatrice, que j'ai développé une pratique de terrain. Du fait de l'objectif principal de ces structures, mais aussi de la démarche spécifique des artistes invités, c'est-à-dire réaliser des projets artistiques sur mesure, spécifiques au territoire, sous la forme d'œuvres pérennes ou éphémères. Cette mission de coordinatrice ou programmatrice se développait avec une équipe et en plusieurs phases, dont notamment 3 phases de terrain distinctes ou concomitantes. Donc, je vais partir d'un exemple particulier, celui d'Abraham Poincheval, un artiste dont on a entendu parler récemment au Palais de Tokyo, puisqu'il couvait des œufs. Peut-être que vous l'avez vu, où il s'est renfermé dans un rocher. Et donc, je vous parlais d'un exemple, l'exemple du Girovague, un projet qui a été réalisé entre 2011 et 2013 à Digne, et qui donc fait partie de mon corpus de thèse. Il s'agit d'une marche en solitaire avec un habitacle mobile, le Girovague, une marche qui reliait Digne à Caraglio à travers les Alpes franco-italiennes, et c'était une marche qui était fractionnée en 3 temps. Une marche pour prendre la mesure du parcours de ses habitants, humains et non humains. Et ce parcours était donc constitué de rencontres organisées ou imprévues. Et la performance a aussi été restituée sous la forme d'une publication et d'exposition. Donc pour ce projet, il y a eu 3 phases de terrain. Un terrain prospectif, c'est-à-dire en amont, on repère et on explore le territoire en fonction du projet de l'artiste pour trouver les lieux et les personnes ressources en fonction de la nature du projet, ou bien pour faire découvrir le contexte territorial afin que l'artiste ait l'idée d'un projet. Ça va dans les 2 sens. Donc il y a une prospection en laboratoire, si on peut dire, avec par exemple un guide de moyenne montagne qui valide, redessine le parcours qu'avait pressenti l'artiste. Et puis il y a une validation in situ, directement sur le terrain concret. Le deuxième terrain, que je qualifierais donc de terrain pratique, là c'est un des parcours de printemps. Le terrain pratique, qui va être ça va être le temps de la logistique pour la réalisation concrète du projet, fabriquer la pièce, la tester, et puis accompagner et documenter la performance de l'artiste. Le troisième terrain, celui de la médiation, communication, où il s'agit d'organiser des partenariats pour des rencontres de nature différente, avant et pendant la performance, des veillées, des conférences, des workshops. Et donc la mission, en tant que programmatrice ou coordinatrice, se termine par un moment bilan après les terrains. C'est le moment de l'analyse de l'expérience, c'est l'analyse de l'expérience des organisateurs, des publics, des partenaires, un retour d'expérience donc pour valider ou invalider non pas l'œuvre, mais la pédagogie, la logistique, la coordination mise en œuvre pour rendre justement cette œuvre accessible, selon des critères qui ne sont pas ceux de l'artiste, qui sont des critères qui obéissent à des grilles d'évaluation qui sont internes ou externes à la structure. Donc pour moi, il s'agit d'une territorialisation de l'art qui, bien évidemment, se situe entre enjeux politiques de la part des commanditaires et pratiques volontaires de la part des artistes. Et ça m'a amené à vouloir la penser et à l'agir autrement, cette territorialisation de l'art, autrement qu'en y participant directement. Et je me suis dit justement que développer une autre forme de terrain, le terrain du chercheur, un terrain rétrospectif, réflexif, me permettrait d'avoir un retour critique, cette fois-ci sur l'œuvre, et non pas sur sa réception, sur la logistique ou la coordination. Et donc, c'est pourquoi je me suis inscrite en géographie de l'art. Et la deuxième raison, c'est la nature des œuvres que j'ai choisies pour cette étude. Donc, j'ai choisi des artistes
des œuvres, des pratiques artistiques contemporaines qui partent d'une situation spatiale spécifique, circonscrite. Ces œuvres, elles ont été réalisées ces 10 dernières années, selon différents médias. Ce sont des œuvres qui ne restent pas sur les lieux de leur conception ou de leur fabrication. Ce sont des œuvres qui sont des médias à diffuser, par exemple, des films, des installations, des éditions. Et quand il s'agit de performances in situ, rien n'est laissé sur les lieux pour rappeler l'événement. Donc, quelques exemples d'artistes. Hendrik Sturm, qui est un artiste promeneur. Et je m'intéresse à plusieurs promenades qu'il a organisées entre 2010 et 2016, entre Aix et Marseille, dans des zones périurbaines. Sa méthode, il repère des lieux, rencontre les habitants, des personnes ressources, étudie les archives, les cartes, pour enfin définir un parcours et réaliser une promenade avec un groupe de personnes volontaires, une sorte de marche collective d'une quinzaine de personnes, qui dure le temps d'une journée, entre 2 et 20 km. Et ces promenades s'effectuent au rythme des conversations entre les marcheurs, ponctuées d'informations données par l'artiste. C'est une sorte de lecture sensible des lieux, à partir de ce que l'artiste en a appris, découvert, ressenti. Et cela à partir aussi des traces, des signes qu'il reste en ces lieux, de leur morphogénèse, de leurs usages. Donc c'est une démarche qui est empreinte de ce qu'on appelle la sérendipité. Et je cite l'artiste qui dit justement vouloir sculpter le regard de ceux qui participent. Donc, paradoxalement, cet artiste, Hendrik Sturm, ne laisse pas de traces, pas d'objets, n'organise pas d'exposition archive a posteriori de ses expériences. Autre artiste, Beatrice Gibson, qui a réalisé un film portrait de Roosevelt Island, un film entre documentaire et fiction qu'elle a réalisé en 2009, qui dure une trentaine de minutes. Roosevelt Island, c'est un micro-quartier insulaire qui se situe entre Manhattan et le Queens, à New York. C'est une île carcérale au XIXe siècle qui est devenue ensuite un laboratoire pour des projets architecturaux futuristes et qui finalement, au milieu du XXe siècle, a été en fait un parc pour des logements sociaux modernistes. Donc c'est un film qui va entremêler des voix, des témoignages, ceux des habitants en 2009 avec qui elle va travailler, Beatrice Gibson, mais il y a également le récit et la voix de Robert Ashley, un poète, artiste et compositeur, et puis une dernière voix, un dernier récit, celui de la nouvelle de science-fiction L'invention de Morel d'Adolfo Bioy Casares. Donc il s'agit d'une exploration de qu'est-ce qu'habiter Roosevelt Island en quelque sorte, mais aussi qu'est-ce que l'habiter à travers l'imaginaire collectif de l'île, à travers son histoire, sa mémoire et ses témoignages. Autres artistes sur lesquels je travaille, Michael Subotsky, qui est photographe, et Patrick Waterhouse, qui est écrivain, et qui ont réalisé un projet sur la tour de Ponte City, à Johannesburg, entre 2008 et 2013. C'est une installation aux dimensions variables, avec des photographies, des objets, des textes, ainsi qu'une édition. Là aussi, il s'agit d'un portrait de cette tour circulaire qui est constituée de 54 étages, qui a été construite en 1975 pour une population blanche, c'était pendant l'apartheid. Et très rapidement, ce gratte-ciel est devenu un ghetto pour les Noirs sud-africains. Elle a une forme de panoptique. Ensuite, des Noirs immigrés qui fuyaient la guerre des pays limitrophes ou qui cherchaient à travailler en Afrique du Sud. Donc là aussi, une sorte de portrait qui a été réalisé à partir de l'exploration des lieux, de ces archives, et en accompagnant les habitants dans leur quotidien pendant plusieurs années. Je vous cite juste ces quelques œuvres, il y en a d'autres, mais en tout cas, ce qui me permet de réunir ces œuvres de mon point de vue, c'est que ces artistes investissent des situations spatiales spécifiques et des terrains hétérogènes, des quartiers, des îles, territoires, des lieux habités, des lieux ruinés. Et leurs œuvres racontent, en quelque sorte, principalement la relation humaine au lieu. Une relation humaine au lieu à travers l'aménagement de l'espace et à travers les déplacements de population.
Cet aménagement de l'espace, ces déplacements de population sont liés à l'essor et au déclin de l'économie industrielle, à la décolonisation, à la ségrégation, à l'architecture moderniste ou parfois simplement à l'habité ordinaire. Et bien que ces artistes partent de lieux circonscrits, délimités, leur œuvre développe des récits à travers le temps, et cela sans limite. Sans limite dans la considération des époques et des générations humaines qui ont traversé ces espaces. L'avant, le maintenant, l'avenir de ces espaces sont autant de dimensions qui intéressent ces artistes. Ils réalisent en quelque sorte un carottage de cette densité à partir de traces, de signes, d'indices, de faits, de récits, sans respecter une prétendue chronologie ou linéarité du temps. Ils travaillent à partir de Roosevelt Island, de Ponte City, des Alpes franco-italiennes, Et je parlais de carottage, on pourrait reprendre l'expression de Deleuze quand il parle de blocs d'espace-temps. Et il y a aussi d'autres concepts qui m'intéressent, qui ont été formulés pour qualifier justement cette densité anachronique habitant les lieux. Il y a le terme de palimpseste que va utiliser dans ce contexte-là Michel de Certeau, et il y a aussi le terme d'hyper-paysage qui est utilisé par Sébastien Marot. Donc, vous voyez, le point de départ de cette recherche doctorale, ce sont des artistes contemporains qui interrogent, qui travaillent la spatialité. Alors, qu'est-ce que la spatialité en termes géographiques ? Au sens géographique, la spatialité, ce sont les relations à l'espace, mais ce sont aussi les représentations de cette relation. C'est la définition, en tout cas, qu'en donne Éric Dardel en 1952 dans un texte qui s'intitule « L'homme et la terre ». Un géographe et philosophe plus contemporain, Augustin Berck, dans les années 1990, qui va lui aussi définir la géographie en ces termes, mais en créant un néologisme. Il va parler, lui, de la géographie comme d'une discipline sur l'habiter sur Terre. L'habiter sur Terre, je le cite, question qui est indissociablement géographique et ontologique, puisqu'elle implique non seulement l'étendue physique, mais aussi l'espace vécu. Notre relation avec notre milieu est comme le moment de deux forces en mécanique. À la différence de l'environnement, le milieu n'est pas un objet externe et abstrait par la science, c'est un des deux côtés de cette relation même qui fait notre existence. Le néologisme de médiance, du latin medietas, moitié, rend plus explicitement cette idée. C'est la relation dynamique, le moment de deux moitiés, l'une qui est le corps individuel, l'autre qui est le milieu éco-techno-symbolique nécessaire au corps individuel et dont le couplage forme concrètement un être humain. Donc lui, plutôt que de spatialité, il va parler de médiance, il va essayer de traduire justement cette relation dynamique qui est la relation justement qui définit l'humain dans son identité par cette relation à l'espace. Donc c'est un concept médiance qui est une tentative de traduire en fait un concept d'un philosophe japonais qui s'appelle Watsuji et qui utilise le mot de fudoseï, et Augustin Berck donc est un spécialiste du Japon. Donc ces deux théoriciens, Dardel ou Berck, soulignent l'ontologie de notre rapport, de notre relation à la Terre. Cette approche géographique m'a donc semblé adaptée à l'étude d'artistes qui étaient préoccupés de médiance. Et au-delà des concepts mobilisés, c'est aussi pour ces méthodes et outils spécifiques que la géographie m'a semblé adaptée, et notamment l'enquête de terrain, où le corps du chercheur est engagé. L'enquête de terrain que pratiquent également ces artistes pour concevoir et réaliser leurs œuvres. Donc, qu'est-ce que faire du terrain pour ces artistes ? Donc, je vous en ai rapidement décrit quelques aspects. Pour eux, le terrain, c'est un espace concret d'étude, d'exploration, d'immersion avec des objets, avec des sujets, dont les dimensions de cet espace concret sont à révéler grâce à l'enquête de terrain. Donc ces dimensions, elles sont imaginaires, politiques, sociales, historiques, de mémoire. Ce sont des dimensions qui sont révélées par des rapports esthétiques, des rapports sensibles au lieu, donc c'est-à-dire par le corps engagé en ces lieux, le corps de l'artiste. Et ce sont des dimensions qu'il révèle qui étaient inexploitées, qui étaient invisibles jusque-là,
Et ces artistes tentent à la fois de faire sentir pourquoi ces dimensions étaient invisibles, liées bien évidemment à des questions politiques, liées à des usages, à l'habitude, à l'oubli, à l'ennui, à l'entropie. Ces dimensions révélées et leur sens sont ensuite construits dans des formes artistiques, films, installations, photos, performances, éditions, et présentés dans des lieux plus ou moins dédiés, lieux d'exposition ou bien actions in situ. Et par cette démarche de terrain, par leur engagement et leur production, ils produisent un savoir sensible, et c'est l'enjeu même de cette démarche artistique. Comme c'est l'enjeu de la démarche du géographe d'ailleurs, et c'est pourquoi il m'a semblé nécessaire, pour penser cette pratique du terrain par les artistes, de la mettre en comparaison avec le terrain pratiqué du point de vue des sciences et notamment de la géographie. Donc j'en viens à qu'est-ce que faire un terrain en géographie et pour quelles raisons. La géographie de terrain, ça peut sembler un pléonasme aujourd'hui en géographie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la Renaissance, on distinguait la géographie de plein vent de la géographie de cabinet. L'expression de plein vent défend alors, à la Renaissance, une culture de l'expérience pratique, sans médiation autre que des outils de terrain, comme par exemple une boussole, un cadran, voire quelques écrits à caractère technique. Donc la géographie de plein vent, c'était une démarche qui était en opposition à la culture savante, à la culture du livre, à la culture humaniste. Une opposition qui va aller en s'atténuant au XIXe siècle jusqu'à disparaître au cours du XXe siècle, où la complémentarité des deux approches, de plein vent et de cabinet, sera défendue et institutionnalisée. Plusieurs moments et courants depuis les années 1980 repensent le terrain en géographie, le terrain comme méthode, mais aussi le terrain comme posture épistémologique, où le corps du chercheur n'est plus considéré comme distancié, mais engagé, engagé spatialement, engagé socialement, engagé émotionnellement. Vous avez même de la géographie des émotions qui existe aujourd'hui. Donc il s'agit d'une posture épistémologique, c'est-à-dire la pratique du terrain en tant que régime, mode de connaissance sensible. Je vais vous donner une définition rapide du terrain tirée d'une encyclopédie de géographie. Le terrain, c'est le lieu, l'objet, la mission, le travail d'investigation d'une recherche. C'est aussi le lieu de l'apprentissage, du regard et de la description. Le terrain est souvent synonyme de concret, de contact direct avec la réalité des choses. Il s'agit du lieu où les choses se révèlent à la vue, par opposition aux constructions ou aux spéculations purement théoriques issues du travail en laboratoire. L'épreuve du terrain sert en quelque sorte de principe de validation, d'émergence de vérité, dans une démarche scientifique où la révélation du terrain semble ajouter un supplément de rationalité. Augustin Berck décrit également cette activité du terrain. Je le cite, « J'en suis venu à nommer herméneutique la méthode que je découvris progressivement en travaillant sur le terrain, mais qui au début n'était qu'une attitude générale, à savoir d'essayer de comprendre de l'intérieur, c'est-à-dire de leur propre point de vue, pourquoi les gens, les Japonais en l'occurrence, se comportaient comme ils le faisaient. Fondamentalement, c'était là une question de sens, une question d'être. Vous ne comprendrez jamais la réalité d'un certain milieu si vous n'avez pas idée de la manière dont les sujets concernés, à savoir les habitants de ce milieu, le perçoivent, le conçoivent. Et le chemin pour ce faire, c'est l'herméneutique. Faire du terrain pour Berck est donc l'herméneutique, c'est-à-dire un acte de traduction. Et donc comprendre n'est jamais que traduire. Là je cite Jacques Rancière dans Le Maître ignorant. Comprendre n'est jamais que traduire. Donc l'objet de ces artistes est la médiance, et la démarche pour révéler la médiance, le terrain. Et ils incitent par conséquent ces artistes, de mon point de vue, à une redéfinition des rapports entre les sciences de l'espace, géographie, urbanisme et histoire de l'art. Donc le terrain du chercheur en histoire de l'art, quel serait-il alors ? Je ne l'ai pas encore pratiqué, donc tout cela est théorique. Ici, il s'agirait d'un terrain réflexif, un terrain du terrain, en quelque sorte, une sorte de perspective dédoublée, une traduction de traduction.
Le terrain du chercheur en histoire de l'art serait rétrospectif, différé, distancié, puisque sans œuvre. Le terrain n'est pas l'œuvre, je le rappelle, il est d'abord le matériau de l'œuvre. Il y a d'ailleurs un artiste que vous connaissez peut-être, Robert Millin, qui développe un travail depuis les années 1990 avec des gens dans leur quotidien. Eh bien, il a édité récemment, en 2017, une publication, L'art, les gens, l'artiste, où il rencontre à nouveau les gens avec qui il a travaillé pour leur donner la parole rétrospectivement sur cette expérience passée. Alors, dans quel but réaliser ce terrain en tant qu'historienne de l'art, inscrite en géographie de l'art? Donc, quelques hypothèses qui vont découler les unes des autres. D'abord, la première chose, collecter des données sur place, en arpentant les lieux, par prise de photos, notes, entretiens, pour ensuite les confronter aux données documentaires, iconographiques, collectées au préalable. Deuxièmement, envisager à partir du terrain, l'espace vécu par le chercheur, ce dont le chercheur en amont n'avait pas fait ou pas pu faire l'hypothèse à distance, en pensée, c'est-à-dire sans l'engagement corporel sûr avec les lieux. Troisièmement, avoir un retour sur expérience, un regard a posteriori de la part de ceux qui ont participé directement à la fabrication, à la conception de l'œuvre sur place, en tant qu'acteur, en tant que participant, pour y confronter sa propre vision de chercheur, d'en prendre conscience. Dit autrement, pour le chercheur, il s'agirait par le terrain de prendre la mesure de l'écart, la mesure des liens, du continu, du discontinu, de l'adéquation entre le vécu du terrain par lui-même et la mémoire de ce vécu par les habitants, acteurs, participants. Quatrièmement, vérifier, valider si le terrain est pour ces œuvres un apport méthodologique à l'histoire de l'art, vérifier si par le terrain du terrain, le chercheur s'enrichit d'une connaissance de l'œuvre. Une cinquième hypothèse qui m'est suggérée par les propos de l'artiste Richard Baquier dans le film poème Étant donné, Richard Baquier. C'est un film d'Achille Chiappe, réalisé en 1998, où Richard Baquier parle de sa copie de l'œuvre de Marcel Duchamp, Étant donné, qui date de 1968, enfin qui a été découverte en 1968 et qui aurait été réalisée entre 1946 et 1966. Là, c'est la copie de Richard Baquier. Et voilà ce que dit Richard Baquier. Le rapport au geste, le rapport à la pensée. Être dans les gestes de Duchamp quand on reproduit une œuvre d'ailleurs, c'est le problème des copistes qui refont les tableaux ou quoi que ce soit, toutes les reproductions d'œuvres. Être dans les gestes, est-ce que c'est être dans la pensée de quelqu'un? Voilà, être dans une sorte de parallèle. Je ne crois pas beaucoup à ce qu'on me dit sur les gens en général, je me méfie de ce qu'on peut dire, je crois qu'on se trompe toujours, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler. Donc, l'œuvre de Duchamp, qui est à Philadelphie. Voilà. Donc, qu'en est-il alors de faire du terrain, appliqué à l'histoire de l'art, au sujet d'artistes qui en font le sujet, le matériau, le moyen de leur œuvre? S'agit-il d'aller à rebours, dans les pas d'eux, rejouer les gestes d'eux, réinvestir par le corps sensible du chercheur, celui de l'artiste, celui des habitants, des participants? S'agit-il de remonter à rebours la fabrication, la morphogénèse des œuvres? Ce sont des questions pour l'instant que je formule ici. Il s'agit en tout cas de développer une méthodologie en correspondance avec la démarche de conception, de fabrication des artistes, à partir du postulat que pratiquer un terrain, c'est développer une herméneutique, c'est comprendre, mais par le corps engagé dans le concret du monde. J'en arrive à la troisième raison qui m'a amenée à m'inscrire en géographie de l'art, c'est le dit tournant spatial, que Jean-Marc Besse nomme l'espace comme structure de compréhension de la diversité. Donc il s'agit d'une hypothèse ou d'une posture qui permettrait d'envisager justement l'attrait pour la médiance, ainsi que ce renouveau pour le terrain, dans le champ élargi de la postmodernité en Occident, qui, selon Frédéric Jameson, en particulier, cette postmodernité serait spatiale ou ne serait pas.
Un tournant spatial à envisager du point de vue des pratiques artistiques, du point de vue de l'histoire de l'art, du point de vue des sciences, des savoirs en général. Jean-Marc Besse s'est particulièrement intéressé à l'historiographie de ce tournant et de ses conséquences épistémologiques dans le champ élargi des savoirs. Je le cite, « Les savoirs scientifiques, les pratiques artistiques, les constructions de pensée sont des activités localisées qui se développent selon des spatialités particulières et il est possible de les analyser dans ces perspectives. » Cette considération a des conséquences épistémologiques quant à l'engagement, la posture du chercheur. D'abord, le chercheur appréhende le monde à travers un filtre culturel qui lui est propre et qui est propre au collectif dont il est issu. On a tous appris des images, un langage, des normes. La deuxième chose, c'est que le chercheur observe également, à travers un second filtre culturel, celui des sujets, des groupes étudiés. Plus loin, Jean-Marc Besse ajoute « Mais au-delà, c'est aussi l'affirmation neuve que la géographie offre quelque chose comme une grille d'analyse et une approche méthodique innovante pour la compréhension des œuvres de la culture. C'est-à-dire la pensée, non pas de l'espace, mais par l'espace, la géographie comme manière de penser. » Donc ce tournant spatial est corrélé et lié à un rapport spécifique au temps. La postmodernité est aussi la fin des grands récits, où le découpage chronologique, la périodisation est remise en cause au profit d'une histoire en adéquation avec une nouvelle perception de la réalité, constituée d'espace-temps fragmentés. Jean-Marc Besse écrit également à ce sujet, voilà ce qu'il dit. « L'idée fondamentale est que des lieux différents connaissent et fabriquent des expériences différentes du temps, même si elles peuvent être connectées et coordonnées par ailleurs. L'approche spatiale apparaît alors comme la possibilité de sortir d'une histoire qui n'est ni linéaire, ni chronologique, ni progressive, mais transhistorique, intermittente, discontinue, marquée par des ruptures, des régressions, des répétitions, des digressions. Soit, et là je cite Robert Smithson, soit des histoires qui ne sont pas impliquées dans un continuum. Smithson, avec d'autres artistes de sa génération, sont des lecteurs attentifs de l'historien d'art Georges Keubler. Georges Keubler, qui a écrit un texte, Shape of Time, en 1962, qui a été traduit en 1973. Et ce rapport au temps que développe Smithson, il y a un texte de Laurence Corbel qui le commente. Et elle écrit à ce sujet et explique comment ces artistes du tournant spatial des années 1960 défendent une histoire de l'art spécifique, qui devrait justement, et là je la cite, établir des correspondances, rechercher des analogies entre des périodes très éloignées dans le temps. L'histoire doit procéder par mise en relation anachronique, mettre au jour des formes et des structures qui se transmettent par-delà les enchaînements historiques. Les artistes donnent ainsi, par cette histoire, une visibilité des significations nouvelles à des œuvres du passé. Le savoir historique se construit à travers des jeux de projection rétrospective qui permettent d'expérimenter et d'explorer la fertilité des anachronismes. Ce que développe notamment Georges Didier Huberman dans son texte Devant le temps, en 2000, et ce que développent de mon point de vue les artistes de mon corpus de thèse par leur démarche artistique, un rapport anachronique au temps, une vision télescopée des temporalités, par une démarche de terrain, par l'inscription de leur œuvre dans un espace circonscrit et délimité. Je vous remercie.